moi c'est le pasteur Mweni Kamwinga Honoré. Je suis pasteur presbytérien, membre, en d'autres termes, membre de la 31e communauté presbytérienne au Congo, dont le siège est à Kananga. J'ai travaillé pendant 14 années comme directeur du département d'évangélisation de la 31e communauté presbytérienne au Congo. Actuellement, je suis professeur de théologie pratique. Donc je suis en détachement au niveau de l'université protestante au Congo, une des grandes universités de l'Église du Christ au Congo, où je m'occupe de cours de théologie pratique. En d'autres termes, ce qui est de l'agir des actes, liturgie, homilétique, la formation des pasteurs pour le ministère pastoral dans les églises. Et j'ai aussi la charge d'accompagner ceux qui se préparent au doctorat. Donc, l'école doctorale, j'en suis directeur. Alors, cet après-midi, je me réjouis d'avoir un entretien, mon point de vue, mon regard sur l'organisation du système éducatif de la communauté presbytérienne au Congo, dont je suis membre. Alors, nous voulons échanger sur l'organisation du système éducatif de la communauté presbytérienne au Congo. Parce que même si je suis déjà dans l'enseignement supérieur et universitaire, j'ai une longue expérience, je peux encore en donner un regard sur le fonctionnement, l'organisation et l'état actuel de notre enseignement au niveau primaire, secondaire, mais aussi, on peut parler au niveau supérieur. Alors, lorsque nous parlons du système éducatif dans la communauté presbytérienne au Congo, il faut reconnaître d'abord le travail qui a été accompli par nos missionnaires de l'APCM, American Presbyterian Congo Mission, et ensuite aussi le développement de cette œuvre qu'avaient commencé les missionnaires venus des États-Unis d'Amérique pour l'œuvre du Christ au Congo. Et avant toute chose, je voudrais rappeler brièvement ce que l'APCM, celui qui a donné naissance à la CPC, a laissé dans son travail missionnaire comme héritage sur le plan d'évangélisation, sur le plan d'éducation, sur le plan de la santé et aussi certains projets de développement communautaire. La CPC, qui est actuellement une église chrétienne d'origine presbytérienne implantée au Kasaï, est née, je voudrais bien le souligner, de l'église presbytérienne des États-Unis d'Amérique depuis leur arrivée. Et c'était en quelle année? C'était en 1891, où ils ont implanté la première mission presbytérienne à Luebo. L'action évangélisatrice qu'ils avaient commencé par la conversion des âmes, convertir les âmes, convertir les gens qui vivaient dans le paganisme, l'obscurantisme du péché et aussi certaines traditions païennes, s'est amplifié par l'implantation des institutions, lesquelles je voudrais citer l'établissement d'un système aussi éducatif. Ils ont appris à lire
à écrire, lire la Bible et aussi écrire. Ils ont su aussi savoir calculer, mais aussi ils ont appris, dans le cadre de la santé, à soigner les gens avec certaines infrastructures hospitalières et certains projets de développement. À dire vrai, nos missionnaires presbytériens ont emboîté le pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas seulement annoncé l'évangile, mais aussi il a nourri, en produisant autant de miracles, il a guéri, il a soigné. Donc les missionnaires, en dehors de l'annonce de l'évangile, la proclamation de la bonne nouvelle, ils ont pu établir ce que nous appelons les œuvres de témoignage. Alors, soulignons que sur le plan de l'évangélisation, l'APSM a fondé les stations ci-après. Notre première station missionnaire qui a donné naissance aux autres, c'était, je l'avais déjà dit, l'implantation de la station de Luebo dans la province du Kasaï central aujourd'hui. Et c'était en quelle année? En 1891. Ils ne se sont pas seulement restés à ce niveau-là. À quelques kilomètres de Luebo, ils ont implanté la mission de Ibanji. Mais il faut souligner que Ibanji, dans la tribu Bakuba, n'a pas fait très longtemps. Ils sont allés progressivement vers Mboulapey. Et à Mboulapey, en 1915, ils ont implanté la station missionnaire d'Mboulapey. Et d'Mboulapey, nous avons eu la station de Mutoto. Mutoto, la station de Bibanga en 1917. La station de Lubondaye en 1927. La station de Lusambo en 1928. La station de Lusambo n'a pas pu continuer grandement. Elle a été remise entre les mains des West Coast en 1928. Et ils sont allés au-delà aussi. La station de Cache, quand vous êtes en direction vers la province de Katanga. Mais Cache est encore dans la province du Kasaï oriental en 1835. Et Mboyi en 1937, Moma en 1948, Kakinda en 1950 et la province de Léopoldville en 1955. Léopoldville aujourd'hui est appelée ville-province de Kinshasa. Alors, après avoir implanté cette mission, il y a eu encore une fois, il faut le dire, ils ont progressé pour établir encore les institutions de formation de l'enseignement primaire, secondaire. Ils ont eu à voir l'école normale qui était avec une école de formation de santé à Bibanga en 1945. Donc l'école normale inaugurée en 1945 à Bibanga sur la direction de monsieur et de madame Eri et de mademoiselle Virginia Allen et Virginia Holiday. Une école médicale qui débuta au même endroit et à la même époque sous la conduite du docteur William Roule et de mademoiselle Marguerite. Une école biblique et une école de moniteurs en 1550 dénommée Institut Morrison furent ouvertes à Mutoto et ça n'a pas beaucoup traîné à Mutoto. L'école normale était vite transférée et l'école biblique avait commencé à Mutoto, à 30 km de Luluabour.
actuellement appelée ville de Kananga, fut transférée à Kankinda après Mwenedito, non loin de Luputa. Et c'est cette école ici de moniteurs implantée à Kankinda qui a formé beaucoup d'enseignants pour l'enseignement primaire, secondaire dans le Kasaï. Beaucoup de directeurs que nous avons eus, qui nous ont formés, étaient issus de cette école de moniteurs de Kankinda. Parmi les ressortissants de cette école, il y a le représentant légal Mbiye Mulumba, qui n'est plus en vie, qui est mort. Il y a eu le Mouye Kazolo, qui était notre directeur de l'éducation chrétienne, qui est aussi mort. Il y a eu Mulumba Kabasele, qui fut secrétaire général adjoint de la 31e CPC, qui est mort, et tant d'autres. Donc la plupart des directeurs qui ont géré nos écoles secondaires et primaires étaient issus de l'école de moniteurs de Kankinda. Mais aussi, il faut noter qu'à Kankinda, il y avait une école biblique qui a formé aussi des futurs pasteurs. Et parmi les pasteurs qui ont été formés dans cette école biblique de Kankinda, nous avons eu le pasteur Bakatushifa Katomba, l'ancien représentant légal de la 31e communauté presbytérienne. Alors, après Bakatushifa, c'est Chipamba qui l'avait succédé comme représentant légal et secrétaire général. Donc, les deux écoles implantées à Kankinda ont beaucoup formé les gens qui ont pu faire le ministère pastoral dans la 31e CPC, mais aussi le ministère de l'enseignement. Alors, progressivement, nous pouvons reconnaître aussi qu'il y a eu l'école médicale chrétienne du Kasaï à Lubondaï, qui a été transférée à Chikaji, qui continue maintenant à former les infirmiers, les infirmières et les laborantins au niveau de notre communauté presbytérienne au Congo. Et il faut souligner aussi qu'à l'époque des missionnaires, nous avons eu naître une grande école appelée École secondaire unie de Katoubwe, avait commencé le commencement à Mutoto, mais transféré à Kankinda et plutôt à Katoubwe. Jusqu'à aujourd'hui, cette école était une école pilote. On l'avait appelée École unie parce que on n'a pas seulement fonctionné seul comme presbytérien, mais aussi on était en collaboration, en coopération avec l'Église méthodiste unie. Et parmi les ressortissants qui ont marqué l'histoire de la communauté presbytérienne de cette école-là, nous avons cité Chamba Pierre, qui a dirigé aussi cette école pendant plus d'une trentaine d'années. Il y a eu aussi Chipamba Mukom Luendo, l'ancien secrétaire général de la 31e CPC, qui n'est plus en vie, fut le ressortissant de cette école secondaire unie de Katoubwe. Et nous pouvons aussi dire que les missionnaires ont travaillé grandement avec l'école unie de théologie en Desha. Avant Desha, il y a eu le fonctionnement de ce qu'on a appelé l'école de prédicateurs à Luebo. Et progressivement, avant que l'indépendance arrive, transféré à Kananga, et école de prédicateurs, il y a eu l'école unie de théologie. L'école unie de théologie, en 1976, a été transformée en Institut supérieur de théologie. Et dans cette école appelée Institut supérieur de théologie, c'était le niveau supérieur post-secondaire. Alors, ceux qui étaient admis dans l'Institut supérieur de théologie, ce sont les candidats qui avaient obtenu le diplôme d'État pour avoir accès à une formation supérieure.
Et l'Institut supérieur de théologie progressivement a donné naissance à ce que nous avons appelé la faculté de théologie réformée du Kasaï, et aujourd'hui appelée actuellement l'université presbytérienne Shepherd et Lapsley qui existe. Donc nous voulons dire que les missionnaires nous ont légué une grande œuvre tant dans le cadre de l'évangélisation, de la santé, mais aussi de l'éducation. Alors, à dire vrai, à cette époque-là, il s'agissait pour les missionnaires presbytériens de démontrer que l'Église n'a pas seulement pour fonction unique de baptiser des individus, mais il devrait ouvrir le cœur à la grâce et au bonheur de la vie future et s'établir en terre qui n'existait pas. Ce n'était pas seulement ça, mais surtout de permettre aux individus de vivre dans une civilisation qui soit chrétienne. Et quand nous disons la civilisation qui soit chrétienne, on voit la promotion de tout homme et de tout l'homme. Parce que l'homme est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc, le bien-être de l'homme. Le moniteur, à l'époque missionnaire, il faut le dire vrai, et il était plus qu'un catéchiste, plus qu'un évangéliste, qu'un moniteur proprement dit. Pourquoi? Il avait la vision tournée surtout vers les visées apostoliques et fonctionnelles. La période depuis l'indépendance qui a succédé à la période missionnaire a changé aussi beaucoup de choses dans le cadre de la formation ou le cadre de l'enseignement tant primaire que secondaire. Elle était marquée après l'indépendance par le souci d'une politique scolaire dite promotionnelle. Il fallait un peu élever le niveau. Il fallait aussi avoir des gens qui pouvaient travailler efficacement dans les différents métiers. Les objectifs étaient plus ambitieux et orientés vers la construction d'une école ayant une structure et un programme national. Cette réforme devrait permettre une alphabétisation effective et durable, une éducation de base solide afin d'élever le niveau culturel de la population, une meilleure intégration de l'école et de l'enfant au milieu environnemental pour le développement socio-économique. Je vais ouvrir aussi une parenthèse pour dire que à l'époque des missionnaires, nous l'avons déjà dit, ils n'avaient pas beaucoup mis l'accent sur les écoles professionnelles, les techniques. Et quand nous parcourons l'implantation de nos écoles au niveau du Kasaï, nous avons senti que les catholiques avaient un peu d'avancée. On parlait de l'école professionnelle technique qui était implantée à Katoka. Dans la province de Katanga, il y avait des écoles catholiques, Don Bosco et les autres, où on parlait d'une formation proprement dite au niveau secondaire. Et nous, jusqu'à ce que les missionnaires sont partis, on n'avait pas une école technique secondaire pour la professionnalisation. C'est seulement après les années 70-80 que nous avons vu l'effort de la communauté presbytérienne au Congo d'ouvrir aussi beaucoup d'autres écoles techniques, entre autres les écoles vétérinaires, les écoles techniques agricoles, les écoles de menuiserie à travers le fonctionnement de l'éducation de la 31e CPC. Et c'était déjà une bonne chose. Parce que bien avant ça, il y avait beaucoup d'écoles qui avaient le caractère seulement pédagogique, préparant ceux qui sortaient dans ces écoles-là d'aller seulement se préparer à l'enseignement, mais oubliant aussi les autres métiers pour l'élévation
de niveau de gens dans des domaines diversifiés dont le chrétien avait besoin. Voilà, après ce survol historique, nous pouvons maintenant parler de l'organisation, comment sont réellement organisées l'éducation au niveau du pays. En République démocratique du Congo, le système d'enseignement regroupe deux types d'écoles. Nous avons ce que nous appelons les écoles publiques et privées. Alors, dans les écoles publiques, on trouve les écoles appelées officielles et les écoles conventionnées. Des écoles officielles sont gérées par l'État, alors que ceux qui sont conventionnés sont gérés par les congrégations religieuses, c'est-à-dire les églises, sous la signature d'une convention avec l'État. J'ouvre la parenthèse pour expliciter ça. L'État a ses écoles appelées officielles, d'accord? C'est l'État qui s'occupe du recrutement de son personnel. C'est l'État qui s'occupe de l'organisation de ces écoles à proprement parlant. Mais l'État congolais nous donne l'avantage, nous, les communautés religieuses, les confessions religieuses, de travailler en coopération, en collaboration avec l'État. Alors, nous avons des écoles à proprement parlant qui sont de l'Église, où nous enseignons nous-mêmes le programme qui est donné par l'État, mais nous pouvons aussi compléter des matières, entre autres le cours de religion. Et dans nos écoles aussi, nous pouvons nommer, en plus des inspecteurs de l'État, qui passent pour le contrôle des programmes et d'autres choses, nous avons aussi nos inspecteurs au niveau de nos écoles conventionnées qui peuvent passer, où on a un aumônier qui encadre les autres aumôniers, les autres enseignants des cours de religion. Donc, c'est un avantage. Au niveau des écoles conventionnées, nous avons l'avantage de sélectionner nous-mêmes nos propres agents, les enseignants, comme aussi les responsables, les chefs d'établissement, qu'ils soient directeurs au niveau primaire ou qu'ils soient préfets au niveau secondaire. Ce sont nos chrétiens. Et la plupart dans nos écoles, ce sont nos diacres, ce sont les anciens de l'Église, ce sont des chrétiens en fonction de leurs compétences qui gèrent ces écoles-là. Alors, de temps en temps, une paroisse locale qui a une école conventionnée en coopération avec l'État, dans son rapport au niveau du consistoire, il a l'écho sur le fonctionnement de l'école. Il peut proposer aussi à la coordination le renvoi d'un agent s'il ne peut pas avoir une bonne morale, une bonne éthique chrétienne. Et dans nos écoles conventionnées, quand vient le calendrier liturgique, nos élèves se préparent aussi à ce calendrier liturgique-là. Nous organisons aussi le culte de Noël, le culte de Pâques, le culte de Pentecôte. Et nous avons des chants chrétiens dans nos écoles. Et c'est pour cela qu'il y a un peu une différenciation entre les écoles officielles et les écoles conventionnées. Actuellement, beaucoup de parents préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles conventionnées. Pourquoi? Parce qu'il y a une moralité, il y a le suivi et il y a l'exemplarité qu'on donne aux enfants. Donc, c'était une parenthèse pour dire que nos écoles sont des écoles conventionnées. Et je voudrais aussi ajouter que toutes nos écoles conventionnées, en grande partie, nous faisons l'effort pour donner l'effectif de notre personnel enseignant, tant du primaire que secondaire au niveau de l'État, et c'est l'État qui paye. Chaque mois, nos enseignants sont payés par l'État et nous, en tant qu'Église, nous assurons la gestion. Et c'est déjà une bonne collaboration. Mais le programme que nous avons,
dans nos écoles primaires et secondaires, c'est un programme qui est connu, donné par l'État, mais géré par l'Église. Et c'est un avantage. Et même au niveau supérieur, il y a aussi le programme national. Et alors, c'est chaque université qui essaye d'élaborer un programme, mais présenté à l'État pour dire que est-ce que ce programme est conforme. Je voudrais donner un exemple. Si je suis dans une faculté de droit, il faut que je présente le programme au niveau de l'État pour voir est-ce que le programme de droit correspond avec les autres programmes qui sont enseignés ailleurs. Nous, de la faculté de théologie aussi, nous avons présenté notre propre programme que nous avons confectionné et l'État a codifié, il a accepté pour que nous enseignions ce programme-là au niveau secondaire et pré-universitaire. Alors, je voudrais relever quelque chose sur l'enseignement primaire et secondaire. Au cours de ces 2 décennies, la communauté presbytérienne au Congo, comme les autres aussi communautés chrétiennes, ont connu une forte création des écoles. Même certaines écoles aussi publiques de l'État, par rapport à l'époque missionnaire. Il faut l'avouer, le nombre de la population a augmenté en RDC. Actuellement, on dit que nous sommes à 100 millions d'habitants et la grande majorité de la population en RDC est jeune. Ce sont des jeunes de moins de 24 ans, de moins de 25 ans. Alors, il fallait qu'on crée des écoles. Et actuellement aussi, il faut reconnaître que les infrastructures, les routes posent problème. Autrefois, il y avait des grandes distances pour rejoindre une école. Ce n'est plus possible. Alors, les écoles sont placées dans des milieux de distance un peu faibles pour permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions et de rester dans un encadrement où ils peuvent en bénéficier. Donc, le nombre d'écoles a augmenté, mais aussi l'effectif des élèves dans les écoles a augmenté. Surtout ces 3-4 dernières années, surtout au niveau primaire. L'effectif a augmenté grâce à cause de quoi? La gratuité de l'enseignement. L'État a fait grâce aux parents qui, depuis plus de 10 ans, prenaient en charge le fonctionnement des écoles, même certains paiements, des suppléments de paiement des enseignants. L'État a pris en charge. Par conséquent, beaucoup d'enfants qui restaient à la maison avec cette gratuité où les parents étaient dans l'incapacité de tout payer, maintenant ils ont repris le chemin de l'école. Mais, ça je voudrais relever, nous avons un nombre croissant des écoles, un effectif aussi croissant des enfants dans l'école, surtout l'école primaire, mais ces écoles sont confrontées à des problèmes sérieux. Lesquels? Les problèmes d'architecture, je veux dire la construction. Vous allez trouver certaines écoles dans un état de délabrement, et surtout à la période des pluies ici, c'est terrible de résister totalement. Ces problèmes sont confrontés aux problèmes de matériel didactique. Vous pouvez trouver une autre école technique, mais qui manque le matériel didactique pour l'applicabilité de l'enseignement. Mais ces écoles sont confrontées aux problèmes réels des manuels scolaires. Et il y a des étudiants, des élèves qui peuvent terminer toute une année sans même avoir vu un manuel ou acheter un manuel en dehors des notes qu'ils prennent en classe. Et il faut ajouter aussi une chose qui est vraie, on a multiplié beaucoup d'écoles, mais le problème de la qualification des enseignants
est-ce qu'on a toujours des enseignants qualifiés pour bien enseigner? Non, ça pose problème. Alors, s'agissant de l'enseignement technique et professionnel, plusieurs écoles ont été créées après la période missionnaire. Je l'avais déjà souligné. Et nous, au niveau de la 31e CPC, en 1995, nous avons eu l'avantage d'avoir une formation continue qui avait vu le jour en déjà mission, là où était l'école de prédicateurs, l'école unie de théologie, et là où se trouve implantée notre université presbytérienne. Donc, il y avait un programme presque attaché à l'université presbytérienne. Le programme qui était géré par le secrétaire général de l'époque, il s'appelait Mulumba, le pasteur Mulumba Musumbu Mukundi. Alors, ce programme avait un financement, un soutien de la PCSA à travers BOUF. Alors, dans cette école professionnelle, cette école continue, où on peut dire même de recyclage, il s'agissait de former des pasteurs et des anciens de l'Église pour différents métiers. Il est vrai que les pasteurs sont appelés à prêcher, évangéliser, faire la cure d'âme. D'accord. Mais les pasteurs aussi sont des animateurs dans leurs églises locales. Ils peuvent aider les paroissiens à avoir des projets de champs communautaires, d'élevage, etc. Alors, cette école de métier, de recyclage, donnait une formation pour l'agriculture, la menuiserie, l'élevage, etc. Mais malheureusement, ce programme s'arrêtera après presque 4 ans d'existence. Il n'a pas pu continuer. Alors, je voudrais terminer maintenant notre entretien pour relever maintenant les défis du système éducatif. Nous avons bien parlé de l'arrivée des missionnaires, le travail abattu par les missionnaires, la continuité de leur œuvre par l'Église locale, les autochtones, les presbytériens, qui ont eu l'autonomie de la gestion de leur Église après l'indépendance. Et aujourd'hui, plus de 100 ans, nous sommes en coopération avec la PCSA. Nous ne sommes plus une église mère, on ne les appelle plus église mère. Nous sommes maintenant une église sœur parce que nous pouvons collaborer avec la PCSA. Mais nous avons le défi du système éducatif qui touche presque l'ensemble du système éducatif dans le contexte congolais. Le système éducatif congolais doit relever 3 défis importants, lequel développer l'accès et assurer l'équité de l'éducation, améliorer la qualité de l'apprentissage, améliorer la gouvernance, le pilotage du secteur de l'éducation. Et ça, c'est très important. L'accès, l'équité de l'éducation, la qualité. Étudier, c'est bien, mais il faut un bon apprentissage. Gérer, c'est bien, mais il faut une bonne gestion, une bonne gouvernance, un bon leadership et une bonne transparence. Et le pilotage du secteur de l'éducation, il faut veiller. Il faut contrôler, il faut faire le suivi. Comment cela devrait se passer. C'est vraiment fondamental. L'essentiel n'a pas seulement d'avoir d'abondance, de multiplicité d'écoles, mais la qualité est aussi importante. Alors, développer l'accès, assurer l'éducation. Le défi le plus important à ce niveau est d'assurer la réussite totale de la mise en place de la gratuité de l'enseignement de base. Il faudrait maintenant que presque les enfants en grand nombre soient là-bas.
qu'ils enseignent, qu'ils étudient, parce que l'État prend en charge. Mais cette mise en place de la gratuité suppose de revaloriser le salaire des enseignants. Quand les enseignants ont des petits salaires, les parents payaient quelque chose pour suppléer au salaire de l'État. Ça relevait un peu et c'était une motivation. Et cette motivation provenait des parents. Maintenant que l'État dit je prends en charge, et ce qu'il envoie comme contribution, est-ce que ça motive grandement? Et enfin de compenser la baisse des revenus due à la suppression de la prime de motivation qui était payée par les parents d'élèves. Que l'État trouve quand même ce qu'il peut faire. Trouver ce que l'État peut faire, c'est quoi? Améliorer le salaire des enseignants. La réussite de la gratuité exige aussi la construction de nouveaux bâtiments. Voilà, vous dites qu'ils étudient gratuitement, mais l'état des bâtiments, il faut construire afin d'augmenter la capacité d'accueil. Vous avez dit gratuité d'enseignement, d'accord. Nous, on pouvait recevoir 50 élèves. Non, gratuité. Vous aurez plus de 100. Et quand ils vont venir, ils vont se mettre où? Donc, il faut construire de nouveaux bâtiments afin d'augmenter la capacité d'accueil du système éducatif congolais. Les frais de fonctionnement versés par l'État doivent être majorés car ils sont actuellement insuffisants. Ça ne couvre pas. Alors, deuxième défi à relever dans le secteur éducatif, améliorer la qualité des apprentissages. Le défi de l'amélioration de la qualité des services éducatifs à tous les niveaux fait partie des grands défis du système éducatif qui est dans le contexte congolais, qui nous touche aussi. Cette amélioration peut se faire à travers des politiques d'entrant. Veut dire quoi? Les manuels scolaires aux primaires. Qu'on augmente, qu'on donne des manuels scolaires, les équipements pour les autres niveaux. Nous avons la section technique, d'accord. Nous avons la coupe-couture, d'accord. Nous avons le niveau médical, d'accord. Mais donner les équipements et la formation des enseignants, ça c'est très important. Dans tous les secteurs, il y a nécessité de renforcer l'assurance qualité des structures éducatives. Donc, de temps en temps, il faudrait relever le niveau des enseignants par des formations continues. Surtout à l'école primaire, vous trouverez les enseignants qui ont déjà fait 20 ans, mais ils n'ont pas pu suivre une formation continue. Comment ils doivent actualiser le programme, comment ils doivent adapter et comment ils doivent s'adapter au contexte du réchauffement climatique et d'autres réalités du pays. Donc, il faudrait réellement améliorer la qualité de l'apprentissage. L'amélioration de la qualité des apprentissages au primaire peut se faire à travers le développement des ressources humaines, le renforcement de l'encadrement pédagogique de proximité, l'amélioration de la gestion, de suivi de la qualité dans l'école, la réduction des redoublements et des abandons des élèves, l'amélioration dans l'apprentissage de la lecture. Ils lisent moins. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir la culture de la lecture? On a donné un travail à l'école, ils vont seulement remettre aux parents et ce sont les parents qui vont travailler à la place des élèves. Non, non, il faut donner les livres, il faut donner du travail de la lecture, qu'ils aient la culture de la lecture. Et là, ils doivent se développer. Au niveau secondaire, il y a la nécessité de renforcer les humanités pédagogiques et la formation des maîtres dans le cadre de la formation des enseignants et de former les enseignants des secondaires en tenant compte des besoins quantitatifs en enseignants. Les écoles se sont multipliées. Il faut avoir des enseignants des domaines variés mais compétents. Si nous voulons avoir de bons élèves, nous devons avoir aussi de bons enseignants. C'est conditionné à cela. Il faudrait encore rendre disponible
de matériel didactique, réhabiliter et construire des laboratoires, ça c'est très important, et des salles d'expérimentation, optimiser et actualiser les programmes d'études. Ceux qui ont, prenons la biochimie, il y a des formules qu'on peut voir, le mélange de l'oxygène, de ceci, cela. Ils doivent avoir des laboratoires. Ceux qui organisent la section technique agricole, ils doivent avoir des laboratoires. Ceux qui organisent la section vétérinaire, il doit y avoir des laboratoires. Ceux qui organisent la technique médicale, inévitablement, il faut qu'il y ait des laboratoires. Donc, ça fera partie des défis très importants parce que les étudiants doivent voir ce qui se passe, les former sur place, apprendre à faire l'essai et les vivre. Ça ne fait pas rester seulement abstrait. Et aussi, de temps en temps, actualiser le programme d'études que nous avons. Au lieu de rester figé depuis des années, il faut actualiser le programme d'études. Et notre programme d'études doit tendre vers la professionnalisation pour l'entrepreneuriat. Et c'est très très important. Au lieu qu'il soit théorique, non. On donne moins de théorie, mais donner plus de travail à l'étudiant et à travers le programme et améliorer la gouvernance en inculquant les valeurs civiques, morales et éthiques. En conclusion, pour renforcer le système éducatif, il faut développer l'accès et assurer l'équité de l'éducation, améliorer la qualité de l'apprentissage, améliorer la gouvernance, le pilotage du système de l'éducation. Et c'est très important. Sinon, nous allons nous contenter du nombre d'étudiants, d'élèves, le nombre des écoles, mais on va se poser la question, quel type d'école, pour quel type d'enfants, pour quel type de professeurs, pour l'avenir du pays. C'est très important. Ça doit marcher ensemble. Voilà un peu ma petite expérience, ce que je pouvais dire sur notre système éducationnel dans la communauté presbytérienne au Congo. Et pourquoi pas, le Congo, les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Nous devons, au fur et à mesure que nous y pensons, y voir qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. C'est l'enseignement qui peut aider à équilibrer la marche du pays. Quand vous aurez à former des gens intègres, des gens avec morale, éthique, des gens avec compétences, on peut construire ce pays. On peut relever beaucoup d'autres défis avec les compétences. Voilà, merci beaucoup.